D'abord, quelques mots juste sur ma perspective, et pour préciser que je suis ni spécialiste du commun, ni spécialiste du républicanisme. Je navigue un peu entre les deux. Ma recherche est plutôt sur les théories de la propriété, et c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse véritablement au commun et au républicanisme, en essayant de voir comment est-ce que finalement ce sont des paradigmes qui peuvent proposer des alternatives à la propriété privée, comment est-ce qu'ils sont porteurs d'une critique de certaines réformes et de certains arguments aussi qui permettent d'enrichir la réflexion alors sur la propriété privée et sur sur les alternatives, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et je m'excuse aussi un petit peu par avance si ce papier n'est pas aussi fini, puisque c'est véritablement un travail en cours qui part d'une interrogation qui se termine aussi par des interrogations en fait. Donc j'ai pas de réponse définitive, j'ai juste des questions, et donc je suis d'autant plus preneur de commentaires, suggestions et autres que c'est loin d'être quelque chose d'abouti. Et pour peut-être préciser alors la question qui donne lieu à cette présentation, c'est un petit peu cette question de si on considère en effet que tant le paradigme du commun que le paradigme du républicanisme se veulent critiques par rapport au schéma de la propriété privée, se veulent une forme d'alternative ou de troisième voie qui permettrait de limiter les abus qui sont permis par le paradigme, on va dire, libertarien de la propriété privée, et ils le font chaque fois en réintégrant une très forte dimension démocratique, une idée de souveraineté, de souveraineté populaire d'un côté, et je dirais de praxis instituant d'une collectivité qui gère les ressources de l'autre. Cette dimension démocratique qui finalement me semble vraiment fondamentale dans les deux cas, me semble être un terrain d'entente, un terrain de rapprochement entre ces deux paradigmes qui brouille un petit peu les cartes quant à la question de est-ce que finalement ces deux paradigmes sont véritablement distincts, est-ce que finalement cette espèce de revendication démocratique qui consiste à rapatrier la question de la propriété dans le champ de la souveraineté, on va dire, d'une collectivité ou d'une collectivité chargée finalement de faire ses lois concernant la gestion des ressources et les droits de propriété, est-ce que finalement du coup on n'a pas le même geste, et comment est-ce que alors on peut distinguer véritablement républicanisme et commun d'une certaine manière. Alors évidemment on a deux approches qui sont très différentes, puisque c'est vrai aussi que l'approche des communs est quand même plus, son objet est différent, c'est une approche qui peut sembler peut-être plus locale, moins englobante que l'approche du républicanisme. Donc on pourrait un petit peu éliminer la question assez rapidement en disant oui, c'est pas la même approche, c'est pas la même perspective, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très similaire finalement dans ce geste qui consiste à repenser la propriété comme un enjeu de souveraineté, soit d'une collectivité ou qu'elle soit finalement simplement une collectivité locale qui doit gérer une ressource, ou bien une collectivité à plus grande échelle. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Alors, comment est-ce que finalement, donc pour l'annoncer clairement, ma thèse finalement ce serait quelque chose comme le commun n'est qu'une expression d'un paradigme républicain qui est plus fondamental. Alors comment est-ce que je vais essayer d'argumenter cette thèse? Je vais essayer d'abord peut-être préciser ce que j'entends par finalement l'approche républicaine de la propriété, ensuite essayer de préciser l'approche que le paradigme du commun a de la propriété, et puis après ça un petit peu essayer d'introduire différentes catégories pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut situer les deux. Et c'est un but aussi un petit peu on va dire de cartographie intellectuelle aussi. Je veux dire, ça fait partie d'un effort plus vaste qui essaie aussi de situer différentes alternatives à la propriété privée pour voir comment est-ce qu'on peut les situer. D'autres exemples, typiquement le paradigme de la démocratie propriétaire, du coopérativisme, de la location universelle, ce sont toutes finalement des alternatives au système de la propriété privée. Et de manière plus générale, ma question est aussi comment est-ce qu'on peut situer ces différentes alternatives les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'elles sont toutes sur le même plan? Je pense pas. Mais alors comment est-ce qu'on peut construire différents plans? Et donc ici on a un petit peu une des questions une question un peu plus particulière, c'est finalement est-ce que le paradigme du commun et le paradigme du républicanisme sont sur un même plan, et si oui, est-ce que ça implique une forme de similarité? Sinon, comment est-ce qu'on peut distinguer et finalement situer véritablement ces deux paradigmes l'un par rapport aux autres, l'un par rapport à l'autre? Alors, donc je commence par une première partie. Je vais peut-être être un peu plus long sur le républicanisme que sur la propriété, que sur le paradigme du commun, surtout que le paradigme du commun, j'aurais dû avoir connaissance de ton papier avant, ça m'aurait, je pense, aidé assez bien. Mais bon, commençons donc par
Par le républicanisme. Alors, bon, oui, aussi, pardon, petite précision méthodologique, évidemment, c'est très difficile d'essayer de présenter des mouvements aussi vastes et aussi larges en si peu de temps. Donc je vais devoir y aller un petit peu à la grosse louche, là je m'excuse. J'ai essayé d'identifier des principes qui me semblaient revenir et qui me semblaient vraiment caractéristiques des approches républicaines, mais c'est évident que le républicanisme, c'est beaucoup plus diversifié, c'est beaucoup plus subtil d'un auteur à l'autre que ce que je vais présenter. Mais j'ai essayé d'identifier une série de traits communs, une série de traits caractéristiques, il me semble, des approches républicaines. Alors, premier trait caractéristique, c'est peut-être le fait que, et ça me semble important de le rappeler, le fait que le républicanisme est loin d'être hostile en soi à la propriété privée. Pour le dire très rapidement, il est peut-être hostile à une forme de propriété privée de type absolu, c'est-à-dire finalement ce que les libertariens ont un petit peu en tête, une propriété privée qui imposerait son droit à aller au pouvoir politique, le pouvoir politique devant s'arrêter à la frontière tracée autour de la propriété individuelle. Ça, c'est clairement une perspective qui est critiquée par l'approche républicaine, mais en soi, l'approche républicaine ne rejette pas la propriété privée, très très loin de là. Elle y voit même plutôt en général un moyen d'émancipation individuelle et un moyen de garantir une forme de liberté à l'individu. Alors, la forme de liberté que la propriété peut conférer à l'individu a évidemment varié dans les différents républicanismes, et on a plusieurs figures de cette liberté. Je pense évidemment alors à une première figure qui est peut-être la figure du petit propriétaire terrien qui est capable de vivre en autosuffisance et qui du coup évite finalement les rapports d'interdépendance qu'implique le commerce et autres. Et ça c'est un petit peu voilà, la figure peut-être qu'on retrouve dans des républicanismes agraires comme on les qualifie en général, mais ça évolue évidemment très rapidement avec la Révolution française. L'idée aussi, bon là je suis dans les lieux communs, mais l'idée que donner la propriété d'un petit capital à un individu permet de l'affranchir des dépendances de l'ancien régime, lui permet de lui garantir une liberté et de ne pas être sous la domination des anciennes hiérarchies. Et encore aujourd'hui, je vois encore peut-être une troisième forme un troisième type, on va dire, de défense de la liberté par la propriété, qui serait et qu'on retrouve peut-être plutôt dans la pensée anglo-saxonne contemporaine. Je pense là alors à Rawls et à la défense que Rawls fait d'une démocratie propriétaire, et pareil un petit peu dans l'allocation universelle, l'idée que si on garantit aux individus la propriété des moyens de mener une vie digne, enfin une vie décente, on leur donne aussi alors véritablement la possibilité de développer leur liberté et de ne pas être finalement coincés dans la recherche du travail, et de pouvoir finalement toujours avoir cette espèce d'exit option, donc possibilité de sortir du marché du travail et possibilité de ne pas accepter n'importe quel travail parce qu'il faut bien manger, il faut bien payer le loyer à la fin du mois. Donc là, je crois qu'il y a aussi peut-être cette troisième forme qui est l'idée de garantir les moyens d'une vie digne, qui est encore finalement assez différente de la propriété d'un capital ou de la propriété, on va dire, d'un petit lopin de terre ou quelque chose comme ça. Donc, ça, on va dire, premier point, le républicanisme n'est absolument pas opposé à la propriété privée. Il y a, par contre, propriété et propriété. Le républicanisme, à mon sens, essaye plutôt de limiter certains des excès qu'il retrouve dans la perspective, on va dire, libertarienne de la propriété privée, et particulièrement dans l'idée d'un droit de propriété absolu qui autoriserait le titulaire du droit à faire absolument tout ce qui lui plairait avec la chose, y compris la destruction, y compris toute une série d'usages qui iraient à l'encontre des intérêts de la communauté. Alors, pour ce faire, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est que le libertarisme recourt alors à une autre forme d'argumentation. Bon, je n'aurai pas le temps ici de revenir dans le détail du débat Locke-Rousseau d'une certaine manière, et surtout pas dans le débat sur l'interprétation qu'on doit conférer au 5e chapitre du second traité. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec Pierre, et on est tout à fait d'accord pour dire que finalement il y a moyen de défendre que Locke a une sorte de perspective républicaine dans ce 5e chapitre, mais qu'il a été mésinterprété à de très nombreuses reprises. Bon, ici, je veux partir de l'idée que voilà, cette interprétation lockéenne est cette idée d'un droit de propriété fondé sur un droit naturel qui devrait être respecté absolument par un pouvoir politique qui arriverait après finalement les droits de propriété, puisque les droits de propriété sont générés dans l'état de nature. L'État arrive et est institué par des individus qui sont
qui sont déjà titulaires de ces droits, et donc forcément le mandat entre guillemets que les individus donnent à l'État est notamment au pouvoir politique légitime, est notamment de protéger leurs droits de propriété qui sont déjà là. Et donc à ce moment-là, on a en effet l'idée d'un droit finalement quasiment absolu, un droit qui s'apparente à la maîtrise que l'individu avait sur sa volonté avant de l'extérioriser dans la chose. Et on a surtout alors un État qui s'arrête finalement à la frontière de la propriété individuelle, qui n'a pas le droit d'interagir avec ses droits de propriété. Et contre ça, le républicanisme particulièrement chez Rousseau, on a cette idée qu'au contraire, non, le droit de propriété est une création de la collectivité politique, et à ce titre, donc, le droit de propriété n'est certainement pas un droit absolu, c'est un droit qui relève d'un accord, d'une convention, donc d'une création politique d'une certaine manière, et on retrouve finalement, j'ai l'impression, une sorte de référence peut-être une référence anachronique complètement, mais cette idée un petit peu castoriadienne de la création politique du droit de propriété par la communauté. Et donc ça a toute une série de conséquences, notamment la première conséquence, c'est que si on renonce à l'idée d'un droit de propriété absolu, la question c'est comment est-ce qu'on va le limiter. Ce sera toujours un droit de maîtrise de la chose, donc droit de propriété privée comme maîtrise de la chose, mais dans certaines limites. Et si on pense que justement c'est la communauté politique qui doit créer ce droit, on ne peut pas imaginer que la communauté politique autorise des usages de ce droit qui aillent à l'encontre de l'intérêt général de la communauté politique. Donc on a aussi immédiatement cette sorte de limitation légitime du droit de propriété par l'intérêt général, du fait que justement le droit de propriété est une création d'une collectivité qui institue véritablement ce droit de propriété. Donc d'une certaine manière, première conséquence majeure, on a cette idée que la propriété privée est toujours limitée par l'intérêt général. Et cela légitimement, sans que cela fasse véritablement débat. Et deuxième conséquence, qui justement est, à mon sens, très fort articulée à la défense républicaine du droit de propriété, donc à cette idée que le droit de propriété promeut véritablement aussi une forme de liberté et d'émancipation. C'est aussi l'idée que si le droit de propriété promeut la liberté, alors ce droit de propriété ne doit pas être l'apanage d'une petite élite ou ne doit pas être accaparé par certains. Si justement la propriété permet la liberté, alors fondamentalement il s'agit aussi de diffuser la propriété dans la société pour que tout le monde puisse jouir de des avantages de la propriété d'une certaine manière. Et je crois que là on a peut-être une intuition qui est à mon sens très très courante aussi dans la plupart des républicanismes, qui est cette tendance vers l'égalitarisme, cette tendance à plaider une forme à la fois un refus de l'inégalité excessive et une sorte de diffusion de la propriété, avec un peu cet idéal qu'on revoit assez souvent d'une démocratie des propriétaires, où on a une multitude de petits citoyens capables de citoyens petits propriétaires, capables justement d'assurer leur indépendance par cette propriété, et donc capables aussi de se sortir des liens de dépendance par cette propriété. Forme qu'on retrouve finalement aussi dans des paradigmes néo-républicains, avec l'idée aussi que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'idée qu'en effet, si on garantit les moyens de mener une vie décente aux individus, c'est un outil très puissant pour limiter les mécanismes de domination et atténuer toute une série de mécanismes de domination qui sont générés par l'économie de marché. Alors, donc, oui, peut-être dernier point, juste pour dire évidemment que les républicanismes ont une tendance égalitariste, mais ne sont rarement, on va dire, ou alors à ma connaissance en tout cas, à mon sens assez marginal, il y a rarement un refus complet de l'inégalité. Il y a toujours aussi cette idée que des formes d'inégalité sont positives, et toute la question est comment dégager et autoriser ces formes d'inégalité qui profitent à l'ensemble de la communauté. Et je crois que là, évidemment, Roche ne dit quasiment rien d'autre dans son second principe. C'est finalement comment est-ce qu'on peut tendre vers plus d'égalité, mais sans sacrifier la part d'inégalité qui bénéficie à l'ensemble de la société. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, le portrait à la grosse louche. Je suis désolé, ça c'est évidemment un petit peu inévitable. C'est un petit peu la grosse louche, mais ça me semble quand même l'idée, des idées principales et centrales dans les républicanismes. Alors deuxième paradigme, le paradigme des communs, même difficulté de nouveau, parce que c'est pas évident de trouver ce qui caractérise, on va dire, le paradigme des communs en termes de propriété.
Alors, je vais plutôt m'intéresser au second modèle, c'est-à-dire, je me rendais compte en t'écoutant que ce que je décris ici correspond plutôt au second modèle, c'est-à-dire finalement au modèle de la, je crois que tu appelais ça instituant, de la politique instituante des communs. Ça se rattache plutôt à ce courant-là. Peut-être dû au fait aussi que, bon, dans mes références, je suis surtout rentré dans le commun par Dardo-Laval, donc voilà, ça c'est, je connais moins bien l'autre approche, enfin, évidemment si, l'approche de Ostrom, oui, mais il me semblait qu'il y avait moyen quand même, on va dire, même dans le tronc commun Ostrom, Dardo-Laval, de trouver certaines caractéristiques qui permettent de caractériser un petit peu qu'est-ce que finalement, voilà, le paradigme des communs impliquerait en termes de propriété, en termes de réforme institutionnelle de la propriété. Alors, je vais pas revenir en tant que tel, parce que je crois que sur le commun en tant que tel, mais je vais juste souligner quelques points. Alors, le premier point, c'est peut-être l'idée que le commun ne se veut pas comme un paradigme qui remet en question l'entièreté des droits de propriété. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des formes tout à fait possibles de coexistence entre propriété privée, propriété publique, et le commun. Le commun n'a pas prétention à se généraliser. Et pourtant, et c'est un petit peu là aussi que je trouve qu'il y a peut-être une tension qui est intéressante à explorer, c'est qu'il y a quand même une possibilité de généralisation du principe du commun. Et là, je fais vraiment au singulier parce que c'est à mon sens ce qui est tout à fait en jeu. Cette idée que finalement le commun pourrait quand même être un principe plus général de gestion des ressources. Et en fait, à un certain point, on pourrait se demander on pourrait justement se demander jusqu'à quel point le commun ne pourrait pas être un principe de propriété susceptible de remplacer la propriété privée ou susceptible de remplacer la propriété publique aussi. Mais en tout cas, et ça c'est très clair chez Ostrom, en effet le commun, c'est un paradigme qui s'applique à certaines ressources qui se situent en général dans la typologie bien privé, bien public, bien commun, et donc c'est quelque chose de beaucoup plus local d'une certaine manière. Et il n'y a pas en tout cas chez Ostrom, il n'y a pas de vocation à faire du commun un principe politique capable de servir de base pour la réorganisation des droits de propriété dans la société. On n'a pas non plus de promotion de la liberté individuelle ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est complètement absent aussi de la défense des communs ou du commun. Il y a peut-être, surtout dans la défense du commun, une sorte de défense, on va dire, de la liberté collective et la réappropriation qui permettrait finalement l'exercice d'une liberté collective de décider de l'allocation des ressources justement en commun, à la place de laisser ce pouvoir de décision de l'allocation des ressources à soit une puissance publique qui est conçue comme finalement extérieure à la communauté, soit à un individu qui lui aussi alors échappe finalement au contrôle de l'individu, comme c'est le cas dans le schéma de la propriété privée. Donc s'il y a une défense, on va dire, par l'argument de la liberté, ce n'est pas au niveau individuel, c'est certainement au niveau collectif qu'on peut la retrouver. Alors, ce qui me semble par contre tout à fait crucial, et particulièrement ici dans la perspective de Dardo et Laval, c'est la défense de l'idée qu'il n'y a de commun que par institution. C'est-à-dire que finalement un commun a besoin finalement de cette praxis instituante, de cette collectivité qui décide de s'assembler, de se donner des règles qui finalement donnent corps au principe démocratique en tant que tel et donnent suite aussi aux décisions qui ont été prises dans la collectivité. C'est l'idée qu'il y a véritablement décision de constituer un commun, mais qu'après ça il y a aussi décision de respecter la décision qui a été prise pour pouvoir justement par la praxis et par l'usage qui est fait de la ressource respecter ce qui a été finalement ce qui a été décidé. Donc là, il y a évidemment deux corollaires très forts, et ça, Dardo-Laval n'en cesse d'insister là-dessus. L'idée qu'il n'y a donc pas de commun par nature, il n'y a pas de bien dont la nature justifierait le fait que on doit nécessairement, parce que le bien fait ça et ça comme caractéristique, ou parce que le bien appartient à cette catégorie ontologique-là, on devrait donc les gérer en commun. Non, il y a cette idée justement qu'il n'y a pas de commun par nature, mais qu'il n'y a des communs que par institution. Et deuxième idée, que je trouve là pour le coup assez intéressante, et on en discutait tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la discussion, l'idée qu'il faut que le commun soit aussi institué sur le mode de l'inappropriable. Et là il y a en effet quelque chose d'assez intéressant. Moi je le lis un petit peu comme en fait, bon,
dire que le commun doit être institué sur le mode de ligne appropriable, il me semble que c'est avant tout une manière de dire le commun doit échapper au schéma de la propriété. Et j'ai l'impression que c'est une manière en fait de procéder en deux temps dans l'institution. Il y a d'abord la nécessité d'instituer le commun comme inappropriable, et étant donné que le commun est inappropriable, dès lors on a besoin d'une seconde institution pour instituer des règles pour gérer le commun. Donc finalement l'idée c'est que véritablement aussi en faisant sortir le commun du champ de l'appropriable, on le fait sortir des modes de gestion classiques, et donc on provoque la nécessité d'une seconde institution justement pour pouvoir décider de la gestion, pour faire une sorte de rupture avec les modes propriétaires de gestion, et donc stimuler d'une certaine manière une forme de création politique qui permettent donc de donner des règles pour gérer le commun. Alors il y a maintenant donc, et là je pense peut-être plus spécifiquement chez Lardot et Laval, il y a quand même une tension justement dans cette idée que à la fois le commun semble être pensé comme une catégorie s'appliquant à certains biens qui sont en effet les biens non rivaux et non exclusifs, et en même temps on a quand même l'impression que le commun pourrait être généralisable, pourrait fournir un principe susceptible, on va dire, de redéfinir de redéfinir les droits de propriété dans la collectivité. Il y a une sorte de dimension universalisable du commun, ou plutôt plus englobante, qui n'est pas toujours très assumée, j'ai l'impression, mais qui pourtant elle a, je pense par exemple à ce niveau-là au commun des coopératives. Finalement, quand on est dans une structure coopérative, donc une structure économique coopérative, où est véritablement la différence avec le commun? Là, on est dans un registre différent, puisque les moyens de production sont a priori pas des biens non rivaux et non exclusifs, mais pourtant, il y a cette idée qu'on peut penser la coopérative comme un commun, puisque finalement, qu'est-ce qu'on a? On a les utilisateurs des moyens de production qui sont dans une forme d'association où ils décident des règles de règles, et ils produisent une praxis pour justement utiliser ces moyens de production, et on a véritablement cette idée d'une démocratie d'entreprise qui permet donc de créer du commun, quoi. Donc finalement, est-ce que par exemple la coopérative ne fournirait pas une sorte de modèle de comment est-ce qu'on pourrait universaliser ou plutôt étendre le paradigme du commun pour pouvoir aller plus loin que simplement les exemples classiques qui sont l'eau, l'air ou ces exemples qui finalement se prêtent très bien à ce paradigme du commun. Alors ça amène maintenant véritablement donc à cette question, et donc je m'adresse évidemment là plutôt à cette seconde conception et donc la question maintenant devient alors, mais si le commun se définit alors par l'exercice d'une praxis instituante, et si c'est ça véritablement le point caractéristique du commun par rapport à d'autres types de gestion, donc si le commun se définit par cette capacité de la collectivité à se donner à soi-même les règles définissant la manière dont les ressources sont gérées, et si toute ressource, c'est un petit peu c'est évidemment le point le plus problématique, mais et si toute ressource est susceptible d'être mise en commun, qu'est-ce qui différencie encore ce paradigme du principe à la source du républicanisme? C'est-à-dire qu'on retrouve exactement cette même dimension englobante et cette même souveraineté finalement populaire qui permettrait de définir qu'est-ce qui doit être géré en commun, qu'est-ce qui doit être géré sur quel modèle, et ainsi de suite. Et ça ouvre aussi une autre question qui est, est-ce que finalement la revendication du commun pourrait déboucher sur autre chose que du commun? C'est-à-dire, est-ce qu'une assemblée qui se dirait, voilà, il nous faut maintenant gérer cette ressource-ci, faisant acte de son pouvoir instituant et de son pouvoir de décision, pourrait se dire, en fait finalement il y a un autre moyen que le commun, ou est-ce que finalement si on réintroduit des droits de propriété privée, parce qu'on pense que dans ce cas-ci c'est peut-être plus efficace, à quoi est-ce qu'on est confronté? Est-ce que c'est du commun parce que finalement on a une source, ou plutôt la légitimité des nouveaux droits de propriété qui vont être créés se trouvent dans la praxis instituante d'individus qui ont décidé souverainement de recréer des droits de propriété, ou est-ce qu'on est finalement de retour dans le paradigme des droits de propriété privés? Et donc ça pose un petit peu la question de comment est-ce qu'on situe tout ça, comment est-ce qu'on situe tous ces paradigmes des uns par rapport aux autres. Et là, ce que je proposerais peut-être de faire, et ce qui pour l'instant me semble plus ou moins fonctionner, c'est l'idée de distinguer deux niveaux d'argumentation, deux niveaux. D'une part, le niveau de la légitimation des droits de propriété, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui permet de créer des droits de propriété, de
de définir quels droits de propriété peuvent être légitimes et donc la création de modes de gestion et de décisions politiques permettant de réattribuer des droits de gestion, c'est-à-dire en fait finalement le pourquoi tel droit ou tel autre est légitime, pourquoi tel autre droit de propriété n'est pas légitime. Et puis second niveau, d'une certaine manière, qui vient après, ce serait le niveau de la mise en forme, de l'expression de cette légitimation de la propriété. Donc ce serait finalement, ce second niveau, ce serait les dispositifs, les expressions institutionnelles qui permettent de traduire institutionnellement les intuitions qui se trouvent au niveau de la légitimation de la propriété privée. Et si on prend alors maintenant donc cette distinction avec un niveau qui est vraiment le niveau de l'argumentation, le niveau de la légitimation, puis le niveau de l'expression des arguments, je crois que ça aide peut-être à situer le commun justement par rapport au républicanisme. J'ai l'impression que, en tout cas dans la version d'Ardo et Laval, on a le commun est une forme d'expression, enfin c'est un dispositif institutionnel permettant d'exprimer des principes républicains, mais on n'a pas de légitimation ou d'argumentation strictement strictement distincte finalement du principe républicain de la souveraineté de la collectivité qui est en devoir finalement de se donner ses propres règles pour gérer le commun. Donc ce serait finalement pour dire autrement, alors que justement le républicanisme se distribue sur les deux niveaux. Dans le républicanisme, on a véritablement à la fois une stratégie de légitimation des droits de propriété et puis après ça une forme d'expression de ces droits de propriété. J'ai l'impression que dans le commun on repose implicitement sur une version finalement démocratique assez radicale, mais qui est tout à fait en ligne avec l'argumentation républicaine. Donc à ce premier niveau, républicanisme et commun se rencontrent tout à fait au niveau donc de la légitimité des droits de propriété, tandis que sur le second niveau, qui est le niveau donc de la mise en forme des dispositifs, alors à ce moment-là on a par contre une séparation assez nette, mais ce qui me conduit alors à dire qu'au niveau donc de l'expression ou de la mise en forme, enfin de l'expression institutionnelle de l'argumentation légitimement la propriété privée, eh bien en fait le commun peut être compris comme une expression du principe républicain. Donc pour le dire autrement, le commun est une sorte de virtualité du républicanisme. C'est une des possibilités de réforme institutionnelle permise justement par l'approche républicaine de la propriété. Alors concevoir justement peut-être faire la différence entre ces deux niveaux d'argumentation permet quand même une série de choses assez intéressantes, et notamment de considérer toute une série de liens internes au républicanisme, notamment l'idée que alors si on légitime le droit de propriété par le fait que c'est un droit qui est institué par une communauté, par une collectivité souveraine, on peut avoir une sorte de récursivité du principe qui impose certaines exigences aussi aux expressions républicaines du principe de propriété, avec l'idée que si le peuple est souverain, aucune institution des droits de propriété ne peut œuvrer à départir le peuple de sa souveraineté, ce qui ramènerait alors une série de limites aussi dans les expressions institutionnelles du principe, pour dire des usages de type de propriété, des usages des droits de propriété qui iraient à l'encontre de la capacité du peuple à décider de quels sont ou quels devraient être ces droits de propriété sont forcément illégitimes, puisque finalement ils sapent les conditions mêmes de la production des droits de propriété, les conditions mêmes de la production d'un droit de propriété légitime d'une manière ou d'une autre, et ce qui permettrait alors d'avoir une sorte d'argument aussi un petit peu cohérent du principe du niveau argumentatif au niveau de l'expression de l'argument. Et ça c'est peut-être la différence majeure, je pense, avec le paradigme des communs, c'est que dans ce paradigme dans le républicanisme, on avait tellement une liaison très forte et une cohérence interne assez puissante entre justement le niveau argumentatif et le niveau de l'expression institutionnelle. Ce qu'on trouve beaucoup moins dans le paradigme des communs, il me semble. Et je dis encore peut-être un petit mot justement alors parce que ça pose encore une autre question qui est peut-être plus vaste, c'est-à-dire si justement on distingue alors ces deux niveaux, quels sont peut-être les autres modes de légitimation, quels sont les rivaux finalement du principe républicain au niveau de l'argumentation concernant le droit de propriété privée, au niveau véritablement au niveau zéro de l'argumentation. Et j'en vois pas les masses. Je vois peut-être une argumentation un petit peu naturaliste qui verrait dans la nature des choses
la raison d'être de certains droits de propriété privée, en disant voilà finalement telle chose appartient à telle catégorie ontologique, à telle nature et donc doit être gérée de telle manière, ce qui implique de concéder tel droit de propriété sur telle chose. Et puis après ça, l'autre grand rival, je verrais peut-être le paradigme libertarien qui recourrait alors à des arguments de droit naturel en disant voilà, il y a un droit naturel de propriété et on doit absolument respecter ces droits, on doit s'arrêter devant ces droits. Deuxième chose aussi, c'est que à partir de ce moment-là, on peut voir aussi alors le principe, l'argumentation républicaine pour la propriété privée ou pour la propriété en général comme un principe extrêmement ouvert, comme un principe qui peut justement s'exprimer dans plusieurs dispositifs institutionnels. Et à ce niveau-là, donc, le commun ne serait qu'un des dispositifs qui permettent d'exprimer l'idéal républicain de la propriété, au même titre que par exemple l'allocation universelle, que par exemple la démocratie des propriétaires, que par exemple le coopérativisme, qui tous nous semblent aussi être des expressions de cet idéal républicain et qui en tout cas s'ancrent dans cette approche conventionnaliste et qui reconnaissent évidemment le pouvoir souverain de la collectivité pour créer les droits de propriété auxquels les choses seront soumises, les ressources seront soumises. Je dis peut-être un dernier mot juste sur justement alors la question de la référence à la nature de la chose pour peut-être légitimer un type de droit de propriété. Il me semble que cette approche souffre une série de problèmes, dont le premier problème est l'idée que justement je récupère une approche castoriadienne. J'avoue être un castoriadien à mes heures perdues, mais cette idée qu'en effet, finalement, faire référence à la nature d'une chose pour légitimer un type, que ce soit un type de rapport de propriété, que ce soit un type de pratique juridique ou autre, on est toujours dans une sorte de voilement de la création du sens. Là, je parle véritablement en petit castoriadien, je suis désolé, mais c'est en effet l'idée que voilà, de toute façon, assigner la chose à telle ou telle catégorie ontologique, même la création des catégories ontologiques, ce sont autant d'actes finalement de création de sens. Ces catégories n'existent pas en tant que telles, elles sont toujours créées dans une certaine culture, dans un certain imaginaire social historique. Et donc, finalement, quand on mobilise la nature de la chose pour dire voilà, il faut la gérer comme ça, on est finalement dans quoi? Dans quelque chose comme un voilement de justement cet acte de création de la nature de la chose qui aboutit à quoi finalement? À nier le pouvoir de la communauté à créer, le pouvoir de la collectivité à créer justement la nature de la chose et à dire la chose à telle ou telle caractéristique et donc doit être gérée de telle ou telle manière. Évidemment, l'assignation de caractéristiques naturelles à la chose est l'opération de la collectivité, du pouvoir instituant de la collectivité, mais de manière générale, en invoquant le discours naturaliste, on a tendance à occulter évidemment cette création de la nature de la chose par l'imaginaire et à dire voilà, c'est une chose qui est naturellement comme ceci, donc on doit la gérer comme ceci. Et donc il me semble que ultimement cette approche naturaliste ne tient pas, tout comme l'approche, on va dire, libertarienne ne tient pas non plus à mon sens, un peu pour le même genre de raison, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ici. Et donc ça pose un petit peu la question de, très bien, mais alors il reste quoi comme rival à cette approche républicaine? Quelle autre manière de penser et de légitimer les droits de propriété pourrions-nous avoir si justement on laisse tomber cette approche naturaliste et si on laisse tomber l'approche libertarienne? Quelles sont les autres manières de légitimer les droits de propriété? C'est une question assez ouverte. Moi je n'ai pas véritablement de réponse et je crois que je vais m'arrêter là justement pour avoir vos réponses, pour avoir vos avis là-dessus. Je vous remercie.